Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Pourquoi la principale méthode des systèmes politiques illégitimes et parasites consiste-t-elle toujours à semer la confusion dans les esprits? Oui. Pourquoi la principale méthode des systèmes politiques illégitimes et parasites consiste-t-elle toujours et délibérément à semer la confusion dans les esprits? Alors que dans n'importe quel pouvoir moyennement légitime, moyennement démocrate, l'État n'a pas d'autre choix que de respecter ses propres lois, d'accompagner la société civile dans l'éveil de la conscience politique, dans l'adhésion de tous les citoyens à l'idée de nation et au sens de l'état de droit. Pourquoi ces régimes mafiocrates, toujours illégitimes, toujours corrupteurs, toujours prédateurs, investissent-ils autant de moyens humains et financiers pour manipuler les consciences et les induire en erreur sur la réalité des situations? Pourquoi? Quel est donc cet outil vital pour leur survie qu'est la propagande? Et pourquoi est-il pour eux, cet outil, un moyen systémique? Pourquoi ces mêmes régimes entreprennent-ils avec autant d'énergie, de manipulation et souvent de violence sous toutes ses formes à étouffer les voix qui tentent d'informer objectivement l'opinion publique? Pourquoi? Pourquoi s'approprient-ils ces régimes? Pourquoi s'approprient-ils outrancièrement la mémoire du peuple et de tout ce qui lui est sacré? Pourquoi entreprennent-ils laborieusement d'extirper du sein de ces peuples qu'ils oppriment toutes leurs valeurs positives, comme celles du labeur, du civisme, de l'intégrité, de la vérité, de la parole donnée, du respect des lois? Pourquoi? Pourquoi ces systèmes disposent-ils systématiquement de forces armées exorbitantes, souvent au détriment des besoins les plus élémentaires de la population? Pourquoi? Pourquoi une organisation tentaculaire de vaste flicage y infiltre-t-elle sournoisement l'ensemble de la société? L'ensemble de la société. Pourquoi? Pourquoi la haine et la division y sont-elles insidieusement distillées au sein des populations pour les diviser et les dresser les unes contre les autres? Pourquoi? Pourquoi les statistiques de ces systèmes sont-elles toujours erronées, sinon inaccessibles? Pourquoi? Et pourquoi les médias y sont-ils méthodiquement sous contrôle? Pourquoi leurs journalistes y sont-ils tout aussi méthodiquement contraints ou corrompus? Pourquoi? Pourquoi les partis politiques qui y activent dans ces systèmes, quand ils en ont l'autorisation, se font-ils quasi naturellement des relais politiques de ces mêmes systèmes qui les ont agréés? Pourquoi l'administration y est-elle obstinément
bureaucrates, tracassières, fondamentalement corrompus. Pourquoi? Pourquoi les universités y sont-elles invariablement médiocres? Et pourquoi les universitaires y sont-ils inéluctablement réduits au silence, sinon au plagiat, sinon à l'impéritie, sinon à l'exil? Pourquoi? Pourquoi les pouvoirs n'y sont jamais séparés? Et pourquoi sont-ils immanquablement placés sous le contrôle du vrai pouvoir, celui de l'armée, celui de la junte? Pourquoi? Et pourquoi les richesses du pays y sont-elles inévitablement pillées? Pourquoi servent-elles infailliblement à créer autour du système des cercles concentriques d'alliés naturels, j'allais dire? Et pourquoi ces mêmes richesses servent-elles aussi à acheter la paix sociale par le biais de la corruption de masse? Pourquoi la religion y est-elle sournoisement utilisée pour anesthésier une partie des masses, pendant que l'autre y est dressée contre la première? Pourquoi? Pourquoi les élections y sont-elles irrémissiblement truquées? Pourquoi? Pourquoi sont-ce infailliblement les plus vils qui sont choisis soigneusement pour occuper les postes et les charges les plus vitales? Pourquoi les programmes de la télévision y sont-ils scandaleusement abrutissants? Pourquoi? Et je pourrais ainsi continuer, mes chers amis, jusqu'à l'an prochain, à poser de telles questions dont les réponses résident dans la nature profonde de ces systèmes, de ces régimes. En fait, toutes ces questions et toutes celles que je ne vous ai pas posées procèdent strictement de la même logique. Elles reposent toutes sur un même fondement, sur une même réponse: le mensonge. Le mensonge qui permet à ces régimes de se maintenir à la tête des peuples dont ils ont volé la souveraineté, sans être contraints d'user de la violence armée, parce que celle-ci, qui reste un dernier recours, est devenue avec le temps contre-productive pour les despotes, en ce sens qu'elle se retourne toujours contre eux et qu'elle attire sur eux la réprobation internationale. La réprobation internationale. Et c'est pourquoi le mensonge est-il décliné sous tous les tons de l'expression, de la plus grossière à la plus subliminale, de celle qui titille le nationalisme jusqu'à celle qui flatte les appartenances, de celle qui harangue les chauvinismes, qui exacerbe les identités, jusqu'à celle qui flétrit les opposants et qui les range dans la catégorie des traîtres et des mercenaires, de celle qui ne se refuse aucun recours aux valeurs les plus sacrées, de celle qui agite le spectre de la main étrangère, de celle qui use des imams marrons, des chefs coutumiers, des potentats locaux, des opportunistes, des picassiettes, et je passe. Sur tout le reste, sur ces foules de bagarres politiques qui se bousculent au portillon de la niche pour avoir leur nonos. Résultat des courses, et pour résumer la conformation réelle de ces systèmes,
que je n'ose même pas qualifier de politique, leur principale arme est le mensonge. Le mensonge qui ne se refuse rien, ni aucun excès pour tromper l'opinion publique. Et c'est là tout un art, si je peux dire, l'art du mal, l'art de la mystification et de l'artifice. Une construction très savante et qui a besoin de mobiliser beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup d'agents et n'importe quoi d'autre qui peut lui servir à semer la confusion, le doute, la haine. Un mensonge systémique, dont les effets collatéraux sont particulièrement ravageurs pour la société, puisqu'ils infestent l'être collectif dans son entièreté, dans ses profondeurs, la société tout entière, parce qu'ils dévoient les citoyens, parce qu'ils les transforment en qafzines compulsifs, parce qu'ils éradiquent les valeurs, ils les éradiquent, les valeurs, parce qu'ils exaspèrent les égoïsmes et le chacun pour soi, parce qu'ils propagent la voracité et le boéfascisme, parce qu'ils transforment des peuples en moutons carnivores, parce qu'ils inversent l'échelle immémorielle des valeurs, et parce qu'ils incitent les plus vertueux et les plus méritants au repli ou à l'exil. والعمامة انتوما نسيتكم قصير القامة سلوها قبل ما تطلع الغرامة لا كاين خليفة لا خلافة يا ناقصين إيمان ونظافة صبرنا عليكم قلتو خوافة وخيمتو على ظهورنا معلفة خيمتو سكتنا 20 سنة كفاية خلاص الحفلة يا وجوه الغملة غنيمة تفيد عليكم نحملها الله ما نزيد معاكم دقيقة سواسون دو حنا بشقيقة عرفنا اساسكم تشيبا وسريقة وعروقو ما زالها عميقة ما زالها روحوا 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 خيركم تروحوا Élections locales, les Algériens non concernés. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi en Skype professeur Nordine Aoussat, universitaire et militant politique. Professeur Nordine Aoussat, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est Jamaldine, et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Al-Magharibiya, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, dans le monde entier. Merci beaucoup. Avec nous, le docteur Mohamed Lamine Chiban, médecin depuis al-Bouari, ou al-Bawaqi, comme on dit. Docteur Mohamed Lamine Chiban, merci d'être des nôtres. C'est à moi de vous remercier, si Jamaldine Ben Chenouf. Je vous appelle de Ain Mlila, qui est une daïra des plus importantes de la wilaya de Melbouaqi.
Et je voudrais donc saluer d'abord votre invité, c'est le professeur Awsat. Je salue toutes les téléspectatrices et téléspectateurs, min al-shurafa ou al-ahrar, qui nous suivent à travers la diaspora ou d'Algérie, des quatre coins du monde, pour cette émission qui est tant suivie par le peuple algérien, croyez-moi, et cette chaîne privée, Al-Magharibiya, Al-Habiba, la voix du peuple et non pas la voix de son maître, que je respecte beaucoup, et je salue toute l'équipe d'Al-Magharibiya. Merci beaucoup, Dr Mohamed Lamine Chibane. Et avec nous, Maître Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme et néanmoins militant, bien sûr. Maître Aïssa Rahmoun, merci d'être des nôtres. Salam alaikum Jamal, à t'inviter, Tichiban, aussi Nordin, mais aussi à tous les téléspectateurs de Magharibiya qui nous suivent en cette heure. Merci. Aïssa Rahmoun, je vous remercie de m'avoir signalé tout à l'heure au téléphone cette puissante contribution de Jamal Znati, cet intellectuel tellement connu, sous le titre « L'aventure électorale, encore l'exceptionnalité ». J'essaierai d'en lire quelques passages tout à l'heure pour essayer de donner envie à nos téléspectateurs d'aller consulter ce texte absolument majeur. Professeur Nordin Awsat, voilà les élections locales encore après les présidentielles, les législatives, le référendum sur la Constitution qui ont été non pas massivement boudés, mais très fortement boycottés, à un point jamais observé dans l'Algérie indépendante. Mais voilà qu'on nous sort encore cette histoire d'élections locales, et encore une fois, les Algériens ne sont pas concernés, mais il semble qu'ils soient plus dans l'indifférence, dans le lyonamarisme que dans le boycott. Tout à fait, on peut dire cela, je dirais, au vu de ce qui remonte du terrain en Algérie. En fait, les Algériens et les Algériennes, les trois derniers scrutins, celui des présidentielles, celui de référendum sur la Constitution ou bien celui des législatives, à trois reprises, c'est du boycott. C'est du boycott, et quand on boycotte, on exprime. On exprime le refus, on exprime l'indignation, on exprime pourquoi on est contre telle ou telle échéance électorale. Cette fois-ci, ils ne se donnent même plus la peine de faire cela. Ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas parce que depuis le début du Hirak, il faut dire qu'il y a un concept très important que nos compatriotes devraient comprendre. C'est un produit d'un intellectuel qui a fait du travail de terrain, de recherche. Je cite Mohamed Hachmaoui, qui a écrit un livre, qui a fait une thèse de doctorat sur les élections en Algérie. Il a ce concept de l'autoritarisme électoral. L'autoritarisme électoral. En Algérie, les élections ne sont pas faites pour renouveler je dirais, les dirigeants politiques, elles ne sont pas faites pour donner de la légitimité populaire, de la légitimité démocratique à ceux qui prétendent à occuper des postes à l'échelon local, national ou bien comme député. Ce n'est pas le cas, puisque Tebboune lui-même, il a dit « أنا ما حارش في المنتخبين يعني نسبة المشاركة ما على باليش بها ». C'est-à-dire, je m'en fiche du taux de participation. Donc, au vu de tous ces éléments... Et il l'a dit publiquement. Il l'a dit. C'est incroyable hein, qu'un chef de l'État puisse en arriver à dire « je me contrefiche du taux de participation, ce n'est pas important ». Absolument. J'y reviendrai tout à l'heure sur ça. Ce sera un autre point que j'aimerais développer sur cette novlangue
que George Orwell, dans son roman 1984, parle de la novlangue. On parlera tout à l'heure. Et ces gens, Tebboune en tête et en premier, est capable de proférer, je dirais, des mots, des phrases, des idées qui sont les plus invraisemblables, sans cligner des yeux. Comme quand il dit qu'on va faire la transition énergétique en 3 mois, alors que des pays, grands pays, parlent de transition énergétique sur 3 décades, c'est-à-dire sur 30 ans. Et encore, ils ont du mal à le réaliser. Et nous, le nôtre, il parle d'une transition énergétique en 3 mois. Donc tout est faux. En 3 mois, hein? En 3 mois, lui, il parle. Et c'est une sommation qu'il fait à 2 des secteurs publics les plus importants, la santé et l'éducation. Il les somme de passer à l'énergie solaire en moins de 3 mois. Date butoir. Tout à fait. Ce qui nous montre bien que ces élections, comme leurs projets politiques, économiques, sociétaux, sont vous l'avez si bien dit et répété, que du mensonge. Les élections, ce sont un mensonge et le citoyen semble lui dire « akdab, akdab » ou bien il lui dit en termes encore plus crus « akhrot ». Ils lui disent « akhrot ». Quand on leur parle des élections, le citoyen semble dire « akhrot, akhrot ». D'ailleurs, il y a aujourd'hui une expression qui est passée dans le langage commun en Algérie. Les gens, quand ils sont fatigués de ce système, ils disent « Shabbaouna khorti ». C'est devenu... Alors, restez avec nous, Nourdine Awsat. Je vais lire quelques passages. Donc, le titre de Jamal Zenati de cette déclaration, de cette contribution qu'il fait. L'aventure électorale, encore l'exceptionnalité. À chaque fois, je vous lis un petit passage. Cette élection n'est pas comme les autres, nous dit-on. Toute la ruse est dans cet argument d'exceptionnalité. On agite le sempiternel spectre de la menace sur la stabilité, l'intégrité et la souveraineté du pays et on invite citoyennes et citoyens à faire de ce rendez-vous un moment de communion nationale face à l'ennemi. Tout est dit et clairement dit, il n'y a donc pas d'élection au sens où on l'entend communément. Je vous dirai ensuite d'autres passages, mais avant de passer à l'invité suivant, j'aimerais que nous écoutions Monsieur Bengrina et écoutez bien, c'est fort de café. بعيد عن أي توصيف أو بعيد عن أي اتهام لأي شخص. أسوأ انتخابات من حيث التنظيم عشتها أنا شخصيا منذ أكثر من 30 سنة هي هذه الانتخابات. تنظيم غريب عجيب لم نشهد من طرف من السلطة الوطنية المستقلة وممثليها في الولايات. تنظيم كارثي بكل المعنى بعيد عن. Voilà, donc M. Bengrina, chef de parti qui a dit islamiste, qui a participé à quasiment tous les processus électoraux depuis l'avènement de Tebboune, qui s'est montré très enthousiaste et qui nous dit ces élections sont les pires que j'ai jamais vues. C'est dire. Mohamed Lamine Chiban, d'abord sur ces élections d'une façon générale. Avant de répondre, c'est honteux ce que je viens d'entendre de la part d'un chef de parti qui se dit islamiste, vraiment, Yanni, comment il descend à 180 degrés, Yanni, des contradictions, Yanni. Enfin, ce sont ces pseudo-partis, le véritable courant islamiste en Marouf Shkoun, c'est le front islamique du salut. Padoma, il ne représente qu'eux-mêmes, voilà ce que je veux dire. Les élections, mon ami Jamal Din, je tiens à saluer c'est Rahmoun qui est avec nous. Des élections, la seule source de bonheur, c'est le football chez les Algériens. Rami Tebboune Jamal Belmadi est le véritable opposant. Il doit donner que ces pseudo-opposants, ces chefs de parti, ils devraient prendre l'exemple de Jamal Belmadi qui a eu le courage de dire que le stade, la pelouse de Tchaker, elle est impraticable. Voilà. C'est comme ça qu'il nous faut des hommes. Il a dit même plus, il a dit il n'y a pas un seul stade en Algérie qui vaille la peine d'y jouer.
Voilà. Et le comble, c'est que certains se sont permis de critiquer, que ce soit la presse d'ailleurs, il a si bien répondu, si Jamel Belmadi, à cette télévision qu'il a refusé. C'est une honte pour elle. Yani. Il lui a refusé de parler avec elle. Alors je dis, c'est la seule source de bonheur, c'est le football. Le peuple algérien est في Champions League, donc ماهوش يتبع في الانتخابات. الانتخابات يعني réellement كما قالها في فضيل بومالع que je salue au passage. الانتخابات يعني بدون شعب وإعلام بدون حرية. Voilà où on est exactement la situation en ce moment. Les seuls qui participent dans ces élections, entre guillemets, quelques-uns, c'est Mchemchia. Sinon, le peuple algérien, dans la pandémie, dans la pauvreté, le peuple algérien, la quatrième vague qui est au pied de qui arrive. Hein, et voilà où on est, la situation. Alors, de quelle élection parlez-vous, si j'aime le dire? واش ما عندها لا طعمه ولا ذوق incolore inodore. Alors mais d'après vous, est-ce que c'est encore une dynamique de boycott ou sommes-nous cette fois-ci dans une posture populaire de je m'en foutisme, si je peux me permettre ce terme? Si jamais il y a une véritable rupture, j'ai déjà dit, entre le peuple et ses dirigeants. Ni le peuple ne fait confiance à des hommes qu'il n'a pas du tout élus, ni le pouvoir n'est à l'aise face à un peuple auquel ils se sont étrangers. Si Awsat vient de le dire, alors le 12 décembre, c'était de 35% de participation, le Destour c'est 23%, l'APN c'est 25%, la diaspora c'est 4%. 4% de participation. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? 20%, 27%, 30%? Déjà, j'interpelle l'ANI, l'agence de la surveillance des élections. Déjà, quand on voit les prises de vue, le MTV, on voit comment ils prennent des coupes, on ne voit jamais un balayage. On voit que des coupes, des zooms sur une région déterminée. Déjà, ça commence de cette manière, pour moi, c'est du tazouir. Le fait de ne pas de mettre, de donner, de prendre de loin de toute la salle, de montrer à l'opinion publique, montrer à la population, voilà, qu'elle soit vide ou pleine, maliche. Mais si déjà, on est en train de trahir, on ne veut pas prendre toute la salle parce qu'il y a une partie qui est vide, déjà, là, il y a une forme de tazouir. Voilà ce que c'est, voilà ce que nous attendons de ces élections. Alors, restez avec nous, Mohamed Lamine Chibane. Je continue à vous lire donc certains extraits de la contribution de Jamal Zenati. Alors, je cite. Écoutez bien, parce que réellement, ce passage est d'une importance capitale, et je vais vous le dire à l'avance, je ne veux pas faire de suspense. Il vise directement, franchement, clairement, le FFS. Mais écoutez bien, il met entre guillemets la participation aux élections locales anticipées du 27 novembre prochain est un choix stratégique, dicté par la responsabilité nationale du parti et son attachement à l'unité et à la souveraineté nationale. Fermez les guillemets. Non, ce propos, nous dit Jamal Zenati, n'est pas celui du secrétaire général du FLN ni du RND. C'est une déclaration du premier secrétaire national du FFS. Aïssa Rahmoun, d'abord, sur ces élections locales, votre avis comme ça, à chaud? Bon, sur ces élections locales, vous savez, c'est Jamal, une élection en Algérie depuis l'indépendance, le Lyoum Nahada, il faut les situer dans des contextes politiques et historiques à la fois. On ne peut pas comparer ces élections locales du 27 novembre 2021 à celles d'une élection présidentielle de 1999. On ne peut pas aussi les comparer à une élection législative de 1997 à celle d'une élection locale de 2001. Je pense que la plupart des partis politiques et à chaque fois se trompent de contexte politique. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire,
la vie politique en Algérie et la vie de la société civile aussi, il ne faut pas se cacher derrière son doigt, est limitée et circonscrite dans la culture de l'appareil, de la notabilité locale, de la notabilité wilayale et de la notabilité nationale. C'est comme si, comme disait, j'adore cette belle expression de Karim Tabou, qui disait que la plupart de nos hommes et femmes politiques sont dans une grande salle d'attente où ils attendent avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'égoïsme, mais aucun sens politique, d'être partenaire ou actionnaire de la rente du pays. Donc réellement, est-ce que cette ambiance électorale, comme décriée par l'ANI ou par le régime officiel dans les chaînes de télévision, bien sûr, c'est le vécu des Algériens. Aujourd'hui, les Algériens s'occupent d'autre chose. Et là, je parle d'une rupture, d'un refus pacifique et global à la fois. Le processus entamé par le régime actuel à travers 3 consultations qui sont la présidentielle, le référendum sur la Constitution, les législatives et actuellement les municipales. Est-ce que les Algériens sont intéressés? Est-ce que réellement il y a un intérêt qui s'est affiché? J'habite une région, j'habite Tizi Ouzou, où c'est la politique et vous savez, la politique elle est née avec nous. On l'a tétée au sein de nos mères. Où la liberté aussi a été tétée au sein de nos mères, avec l'histoire que cumule cette région, son engagement politique, culturel, sociétal à la fois. Je ne vois pas dans cette wilaya un engouement, un intérêt de la population locale à ces joutes du régime. Donc réellement, et en fin de compte, la question qui se pose réellement, après ces élections, quelle sera la deuxième feuille de route du régime après un refus et une rupture de la pratique politique entre le peuple algérien et le régime en place? Le régime a raté une occasion, le pouvoir politique réel a raté une occasion en or. Il est en train de la faire rater aux Algériens. C'est réconcilier l'Algérien avec l'État, pas avec le pouvoir central, pas avec le pouvoir décisionnel politique, mais réconcilier l'Algérien avec son État. Du coup, donc, je dirais que le premier paragraphe du camarade Jamal Zennati englobe et résume la situation en fin de compte quand on a des subterfuges de tout type, populistes qu'ils soient, quand on s'inscrit dans la démarche directe du régime algérien actuel, c'est qu'il n'y a pas d'élection en fin de compte. Il n'y a pas de candidat. Il n'y a que des promesses. Et après les promesses, on se retrouve à ne rien faire, incapable de faire bouger même un bac à poubelle pour l'intérêt du citoyen. Et restez avec nous, Issa Rahmoun, Jamal Zennati, un intellectuel réellement engagé qui nous fait honneur, qui dément cette idée répandue qu'il n'y a plus d'intellectuels dans ce malheureux pays. Je vous lis encore quelques extraits. Alors, certes, la menace existe et les hostilités envers notre pays sont flagrantes. Seulement, les visées déstabilisatrices extérieures ont d'autant plus de chances de réussir que les vulnérabilités du pays sont nombreuses. Parlons-en. La vulnérabilité, c'est le citoyen spolié de ses droits. C'est la traque de la libre pensée et le harcèlement de la presse. La vulnérabilité, c'est le caractère illégitime des institutions, le pouvoir absolu et le gangstérisme politique. La vulnérabilité, c'est la prééminence du sécuritaire sur le politique. La vulnérabilité, c'est la violence faite à l'histoire et à la culture. C'est la dictature de la religion et l'apologie de la tribu. La vulnérabilité, c'est quand la fatwa corrige la science et le repenti nargue ses victimes. La vulnérabilité, c'est une justice aux ordres et une administration partiale. La vulnérabilité, c'est une diplomatie paralysée et la perte d'influence dans le monde.
Et il y en a encore que je vous citerai tout à l'heure, mais avant de revenir à Nordin Awsat, nous allons encore écouter une autre intervention sur un tout autre registre que celui de Jamal Zinati. Écoutons M. Maqri. جئنا في هذه الانتخابات لنجعلها مرة أخرى لعلها تكون فرصة ليكون هذا البلد مزدهرا متطورا غنيا عزيزا كريما بين الأمم مهابا بين الأمم ليكون فيها الشعب متراحما أي بلدا اجتماعيا كما نص على ذلك بيان أول نوفمبر. وجئنا لهذه الانتخابات من أجل أن نستكمل هذا العهد لتكون الدولة الجزائرية ضمن إطار المبادئ الإسلامية، لتكون الجزائر باديسية حقا نوفمبرية حقا، لا وهما لا ادعاء لا تصريحا لا مناورة، ولكن لتعرف الجزائر طريق باريس، طريق باديس وليس طريق باريس، طريق باديس وليس طريق باريس. Nordin Awsat, طريق باديس وليس طريق باريس. Je vois que vous êtes triste, plus que, j'allais dire, consterné. Effectivement, Si Jamal el-Din, je suis atterré, totalement estomaqué. Je suis révolté par cette hypocrisie, cette imposture de cet homme. Il dire, j'ai jamais dit des mots aussi durs à l'encontre de ce Mokri, mais Dieu sait combien de fois il a mérité. Mais cette fois-ci, je vais les dire. Badis, Ben Badis, rahimahullah, le grand Ben Badis, rahimahullah, dont je suis en train de lire le livre, je le présenterai tout à l'heure, je le chercherai. Mais avant cela, laissez-moi juste pour me détendre un petit peu, je salue mes amis Si Issa Rahmouni et Si Mohamed Lamine, docteur Mohamed Lamine Shiban. Je les remercie. Sinon, Badis, rahimahullah, en 1936, dans le cadre ce qu'on appelait le congrès algérien, le congrès musulman algérien, CMA, congrès musulman algérien, il est parti à Paris. ذهب يا سي مقري ذهب عبد الحميد بن باديس في 1936 إلى باريس. Parce que lui, il était sincère, il est allé plaider, il est allé négocier directement avec le gouvernant à Paris, et il a, en oubliant le gouverneur qui était à Alger, pour arracher des droits pour les Algériens. Quand il a compris que l'État français n'était pas prêt à céder, à donner, à octroyer d'autres droits, il a totalement changé de politique, et depuis ce jour-là, il a été coréen pour les 4 années qu'il a vécu par la suite pour une réclamation de l'indépendance totale de l'Algérie. Alors, je dirais à Mokri, laissez Ibn Badis. Vous faites honte quand vous parlez de Badissia. Vous faites honte quand vous parlez de Novembaria, alors que vous avez soutenu ce pouvoir spoliateur et ce pouvoir totalitaire dans toutes les échéances, dans toutes les tromperies, dans tous ces mensonges. Voilà pourquoi je suis révolté que cet homme utilise le titre, l'image du grand Abdelhamid Ibn Badis. Voilà. Restez avec nous. Nous allons regarder une autre vidéo, toujours dans le même ton, dans le même registre, de M. Asmani, qui parle assez vrai. Hein, mais avant, je vais encore vous lire quelques extraits de Jamal Zinati sur la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est l'économie rentière et dépendante.
c'est l'école handicapée et handicapante. La vulnérabilité, c'est la corruption, le brigandage à grande échelle et le bradage des richesses nationales. La vulnérabilité, c'est l'injustice, l'inégalité, la paupérisation. La vulnérabilité, c'est la harga, phénomène qui symbolise à lui seul le naufrage du pays. Et l'inventaire est long. Nous allons écouter M. Asmani. اللي قبلنا واحد من الثوره مازال يهضر باسم الثوره واحد كي كانت الجزائر في خطر في وقت الارهاب خلقوه راهو عنده واحد 40 سنه اللي موراه من وقت خلينا قلت لحسن البنا حبيت نكثر هضره بزاف دونك عنده كل اعتماد سري لو اعتماد سري ما فراتش انا نهضر تاع الوراق تاع 89 هكذا سي نور الدين واحد خرج من هذاك والاخر خرج من هذاك يا بين نهضروا دوكا بيس الاخر بيس والاخر بيس هاو دوك ما يمكن يكتبوا صراحه واحد خرج بيس لا حركه اللي جات خرجت بيس كانت في تيار يدعى بالتيار تاع الفن ولو ضد الصنيف الاسلامي والوطني والديمقراطيه واحد اخر من جهه وكذا تبدا كذاك وخرج باسم كاع انتدابات اسقاطات في وقت المنظمه الجماهيريه في وقتها يا استاذ Mohamed Lamine Chibane, il semble que pour le pouvoir, pour le régime, c'est comme s'il y avait de l'eau dans le gaz, hein, comme on dit. Déjà, au sein du régime, c'est la guéguerre, ils se mettent en prison, ils se dégradent du grade de général à celui de simple soldat, ils envoient des mandats d'arrêt internationaux, avant de changer d'avis, de recevoir les mêmes sur tapis rouge après les avoir ramenés par avion présidentiel, après leur avoir présenté les honneurs. Ils envoient des ministres en prison, ils ont des gommes d'autres, tout le monde a peur. Mais pas que ça, mais même les partis, j'allais dire les plus fidèles qui ont toujours été du côté du régime en nous la jouant un peu opposant, même eux, ils commencent à un peu ruer dans les brancards. Vous n'avez pas cette impression? Tout à fait, si Jamal Eldin. أنا هربت من لي شان الجيريان باش ما نشوفش هذه الوجوه فإذا به سي جمال الدين راك جبت لنا هذه الوجوه يوجعني راسي والله يوجعني راسي سامحوني سامحونا سي بسودو شيف دو بارتي بوليتيك والله العظيم ils ne représentent qu'eux-mêmes يعني والله ils ont perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique. Ces pseudo-chefs de parti, ils sont aux ordres du maître يا أخي. Depuis 92 عندهم une petite marge de manœuvre. واحد يقول له هدر شويه بالماديس هكذا شويه هكاك، الاخر يقولوا له هدر شويه هكا على الناسيوناليزم، واحد اللي كان ان بي ار ان دي دوكا يبارلو سون نون، يعني فريمون ils sont aux ordres du maître et ils ont perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique. De la même chose pour les journalistes, هادو les aplaventristes, ils sont obéissants, soumis, ils sont inféodés au système. C'est des journalistes, c'est des gens de Bodoro, alors qu'ils doivent normalement contribuer à une information crédible. Moi, je parle des journalistes. Yani. Réellement, yani, quand on veut défendre une démocratie, si jamais le din, yani, mais c'est avec une opposition qui est disciplinée, elle est aplaventiste. Et puis, ça me fait rappeler yani, du temps de Boumediene. Il y avait Farhat Abbas, Ben Khadda, Cheikh Khairuddin, Houssine Lahoul, qui était sous résidence surveillée. Sous Ben Bella, il y avait les Bouvief, qui étaient taxés de traîtres. Il y avait les Aït Ahmed taxés de traîtres, de même du temps de Zorwel. Aït Ahmed était un traître, Mehri était un traître. Parce que le Santégidio, pour se réconcilier avec le courant islamiste. Alors là, sous Ben Bella, c'était Ben Bella, Bouvief, c'était plutôt Bouvief, Aït Ahmed, Amirat, qui était condamné à mort, Mahsès. Et j'en passe, Mohamed Sghir Naqash. Et maintenant, la même chose. Rien n'a changé. Nous avons Karim Tabou qui est harcelé. Nous avons Fodil Boumala qui est harcelé. Nous avons Ahmed Ben Mohamed qui est un chef de l'Algérie, un parti islamiste qui à chaque fois il est en prison. Nous avons même Ben Louk Meskin à chaque fois on le harcèle. Je trouve que rien n'a changé. يعني أين الجزائر الجديدة يعني حتى يعني pour sortir maintenant pour le Hirak
alors que le combat des Hirakis, c'était pour combattre cette corruption, combattre cette Isaba. Cette Isaba qui, du temps de Gaïd Salah, il les a condamnés à mort. Maintenant, ils reviennent, comme vous le dites si bien, si Jamal el-Din, avec tous les honneurs. Agib. Alors que nous avons des jeunes universitaires, nous avons 5 femmes, des jeunes universitaires, des jeunes étudiants, ils sont emprisonnés pour problème de mais c'est incroyable يعني ملي كنا احنا في العهده تاع بوتفليقه عسوه عهده عرفتها الجزائر منذ الاستقلال انا داخلين في عهده اخرى alors c'est encore plus grave encore donc vraiment c'est l'incompréhension من عند هاد العباد et moi je trouve que vraiment ما تزيدش يرحم والديك جمال الدين يرحم والديك ما تجيبناش هاد العباد خلاص c'est promis c'est bon je le dis tout haut كرهناهم نور الدين اوساتو مات بالضحك. Alors, je vais encore lire des passages. Alors, de Jamal Zinati. D'ailleurs, je vais poser une question à notre cher avocat Issa Rahmoun sur ce sujet. Alors, il écrit « L'élection ne changera rien à cette vérité implacable. Le mal est profond. Participer ou boycotter n'est pas un débat de grande pertinence. Cela revient à s'enfermer dans les limites de l'élection avec comme risque immédiat une perversion de la problématique politique. » Issa Rahmoun, l'heure est grave, vous en conviendrez, l'heure est même très très grave pour notre pays. Et cette déclaration, j'allais dire, ce cri du cœur de Jamal Zinati vient à propos parce qu'un intellectuel qui ne s'implique pas n'a pas droit à une telle qualification. Mais comment expliquez-vous que malgré la gravité de l'heure, nos intellectuels ne s'expriment pas, ou du moins ne s'expriment pas suffisamment? Ils sont un peu aux abonnés, absents. Pourquoi, d'après vous? Quelle en est l'explication? Les explications sont... écoutez, il y a beaucoup d'explications. Permettez-moi de faire deux parallèles. Matou Blouna chantait dans une de ses chansons, il disait que les meilleurs ont disparu isolés ou vaincus. Et les médiocres ont pris des allures d'astres scintillants. Ces faux intellectuels qui côtoient les couloirs du régime, qui sont dans des salles d'attente, qui attendent leur prospérité familiale, tribale et personnelle, ces fausses notabilités qui veulent s'accaparer des richesses du peuple comme de la renommée nationale et probablement internationale si le régime l'accepte. Et d'une autre part, l'élite, le concept de l'élite, j'ai eu déjà à traiter cette question avec vous sur un plateau. Heureusement que je vais répéter ça pour ne pas s'oublier. C'est le petit Omar du livre Ta'dars Bétar Mohamed Deb, qui à un certain moment refusait l'exercice donné par l'école coloniale pour décrire un exercice de maison que la maman est en train de tricoter le pull de l'hiver pour la petite sœur, que le papa est en train de lire Le Monde en face d'un feu de maison, et que la petite sœur jouait avec le caniche de la maison. À un certain moment, le petit Omar s'arrête et dit en fin de compte, je suis en train de raconter des mensonges. Le petit Omar, qui était écolier, était un intellectuel hors pair. À un certain moment, il s'est arrêté en disant, mais en fin de compte, je ne vis pas cette vie. Mon père, la maman, elle est partie à la fontaine du village pour nous ramener 5 litres d'eau qui vont être une réserve pour 48 heures. La petite sœur est en train de jouer dans la boue. Moi, je suis en train de mentir. Elle est en train de poursuivre les couples du petit coin de la petite Houma. L'intellectuel aujourd'hui, c'est un exercice historique et politique, éthique à la fois. C'est celui qui dit à un moment, arrêtons. On est dans le mensonge. On est dans la manipulation. On est dans la propagande.
On est, excusez-moi du terme, et chers téléspectateurs, chers invités, on est dans la merde. Tout court. Aujourd'hui, l'intellectuel, c'est cet exercice qu'il doit faire sur soi. Parce que la révolution, on ne la fait pas. La révolution, c'est avant tout une révolution dans la structure mentale. Une révolution, c'est une révolution dans le comportement et dans le langage de vérité, de lucidité, de pédagogie. Ce n'est pas une révolution institutionnelle imprimée ou dictée par le régime central, le régime politique, et nous, on va servir d'alibi, de porte-parole, de révision pour ce qui est en train de massacrer le pays. La révolution aujourd'hui, c'est de dire non, basta, à une situation arbitraire. C'est de dire que rien ne se passe comme dans un pays normal qui travaille avec des normes institutionnelles, des normes étatiques. Aujourd'hui, la révolution, c'est votre introduction, Sidi Jamal. Les pourquoi que vous avez posés. Pourquoi Sidi Jamal Ben Chennouf se retrouve en exil, éloigné de sa famille, et ne pas vivre avec nous ces moments historiques, ne pas être un journaliste sur un plateau de télévision national. C'est tout ça, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. La révolution aujourd'hui, c'est pourquoi il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de transparence sur la gestion du budget réservé à l'ANP. La révolution aujourd'hui, c'est de dire basta pour cette justice qui, à coup de téléphone, met des généraux, mais aussi des hiérarchistes. Parce qu'il faut le dire, même des ministres, dans un cadre de justice transitionnelle, les vérités, les réparations, les indemnisations, la mémoire sera faite. Pourquoi la justice aujourd'hui en Algérie est un levier de rendement de compte, est un mécanisme par lequel un clan du régime prend sa revanche sur un autre clan du régime. La pédagogie politique aujourd'hui, c'est de dire pourquoi l'école algérienne produit des zombies, produit des êtres cyniques, des êtres inhumains, des êtres dissociés de la vérité sociale, politique, éthique. La pédagogie aujourd'hui, c'est de dire pourquoi ces journalistes algériens, ils mentent, ils croient en leur mensonge, ils sont devenus des mythomanes. C'est toutes ces questions existentielles. Et il y a du Spinoza dans le texte de Jamal Zennati. Donc c'est ces questions existentielles aujourd'hui font qu'un seul responsable est indexé du doigt. C'est le régime algérien. Et restez avec nous, Aïssa Rahmoun. Jamal Zennati. Tout le mandat durant, les élus ne cessent de se lamenter, de se plaindre des blocages, du manque de moyens, des intimidations et de bien d'autres faits. Puis, la chicaya cesse le temps d'une campagne pour laisser place au monde fabuleux des promesses. Une fois l'obstacle de l'élection franchi, la chicaya reprend ses droits. Le candidat est dans le « je peux tout » et l'élu dans le « je ne peux rien ». Le candidat dans le faux et l'élu est dans le vrai. Seulement l'élu et le candidat sont une seule et même personne. Là est le problème. Alors, nous avons écouté Jamal Zennati, nous avons écouté aussi, d'une certaine manière, le silence assourdissant des intellectuels algériens. Nous avons écouté ces chefs de parti, nous avons écouté ce qu'ils nous disent, si tant est que ça peut s'écouter. Mais maintenant, nous allons écouter un autre personnage, un hiérarchiste très connu, un SDF, sans domicile fixe, qui dort dehors, qui mendie peut-être pour pouvoir manger. Mais écoutez-le, écoutez bien ce qu'il dit. كل الشاب هكذا مثلا يرشحك به مثلا البرلمان كنائب البرلمان تقبل ولا لا؟ ما نقول لا مندوب لا مكلوب لا مهروب صح لك كيما كتدافع على الشعب في الشارع تدافع على اني روندال لو في با لو برينتون والله وتجي ما على بالش واش دير
واحد وحده، لازم الهرم الريب باش يريب واحد. لا ماشي وحدك، قصدي معاك يا عبد ربي، لازم هذا البنيان القديم الخامج المخرج لازم نبداو نريبوا من فوق ونهبطوا. الترياب من فوق وين نعاودوا نبنوا من تحت، من بعد نبداو في البنيان نبداو من تحت نجرح. هذه هي العقليه. اما فهمت دكتور على شريكه تقول يا محمد عندي فيلا قديمه حبيت نبدلها، يقول لك تريبها، يقول له نعاودها من دار وجديد، يقول لك نريبها قبل ومن بعد نبنيها، ما تبنيش بعدها فوق القديمه. الاساس لازم يبدا من القاعده. فهمت العقليه وين رايح؟ كلش جديد. جزائر جديده بوجوه جديده، انا اللي طلعت اسم الجزائر الجديده بصح بوجوه جديده وليس بوجوه قديمه. شري كروسه جديده وما يركب لي لابيس تاع وحده قديمه. Nordin Aoussat, Papillon, le SDF hirakiste qui parle 1 milliard de fois plus vrai, plus fort que tous ces messieurs de l'opposition, entre guillemets, qui ont une voix royale pour toutes les télés du régime, et tous les journaux et toutes les radios. Absolument. Bravo, bravo, bravo. Moi, j'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de le découvrir avant, peut-être une ou deux fois, mais là, en écoutant son propos, je dirais Allah Ibarak. Cet homme ne devrait pas être un SDF, il devrait plutôt être logé dans un logement digne et qu'on lui donne le moyen de développer sa réflexion et de s'adresser davantage et plus aux Algériens, parce que ce qu'il dit est sage, raisonnable et vraiment, je dirais, tout simplement bravo. Bravo, ce qu'il a dit est vrai. C'est-à-dire, on veut reconstruire, on ne reconstruit pas sur du vieux, on ne reconstruit pas sur l'usagé, l'usité, le démodé. On reconstruit avec du neuf sur une terre. Il a dit البنية لازم تريب من فوق وهبط لتحت والبنية تبدا من تحت وتطلع لفوق. C'est réellement très fort ce qu'il a dit. Absolument. Et c'est ce que demande le Hirak quand il dit Itnhaou G'a. Il n'entend pas les 10 000 ou je ne sais pas 15 000 responsables, mais les quelques dizaines, quelques centaines de responsables qui sont à la tête des différentes institutions et qui sont au sommet du gouvernement, de la gouvernance et du pouvoir. C'est ce qu'il faut faire, mais malheureusement, tout ceux que vous avez fait passer, que ce soit Ben Grina ou que ce soit Mokri, etc., ne l'entendent pas de cette oreille-là parce que eux, ils sont là parce qu'ils font partie de la clientèle dans ce système clientéliste. Si Jamaldine, je voudrais rajouter quelque chose par rapport aux élections. Quand on parle d'élections en Algérie, il faudrait comprendre que élections aujourd'hui et depuis très longtemps, ça fait depuis, je dirais, depuis le début des années 90, c'est un oxymore, c'est un non-sens. C'est même une sélection qui est faite par le pouvoir. Je vais citer juste très rapidement par rapport à ces élections qui viennent dans les années 90, même pendant l'ère de Bouteflika. Il donnait des airs, il montait, il y avait du mensonge, mais un mensonge qui était accompagné d'un semblant de sérieux, d'un semblant de vérité pour se donner au moins l'allure de quelqu'un qui croit en son mensonge. Ce pouvoir-là, de l'après-Hirak jusqu'à maintenant, leur mensonge, ils ne se donnent même plus les moyens de mentir d'une façon qui nous laisserait croire que peut-être qu'ils sont sérieux, peut-être qu'ils croient en ce qu'ils font. Quelques exemples très rapidement. Pourquoi annoncer ces élections par ordonnance? Très vrai. Pourquoi justement? Alors que normalement, ça devrait être une loi qui est adoptée par le Parlement. Ça d'une part. Donc voilà, alors qu'ils avaient un Parlement, ils pouvaient même se donner la peine de faire semblant, de faire voter cette loi par le Parlement. Ils ne le font même pas. Deuxième point,
ces assemblées municipales et ces assemblées wilayales, normalement, communales et wilayales, leur mandat doit se terminer le 22 novembre 2022. Et le président n'a pas prérogative, n'a pas pouvoir pour dissoudre les assemblées communales et les assemblées wilayales. Pourtant, il l'a fait. Il a créé un vide. Ça de deux. Dites-moi, comment on peut faire une campagne électorale en 23 jours? Le 4 novembre, début de la campagne électorale. 27, c'est le jour du vote. Même pour l'élection d'un président d'une association de quartier, on devrait prendre plus d'un mois pour faire débat, expliquer, rencontrer les électeurs, les convaincre, etc. Nous, c'est en 23 jours, c'est plié. Donc là, c'est quand même une mascarade. C'est vraiment, je dirais, c'est un non-sens. Voilà, c'est absurde. Quatrième point et dernier, je peux en citer d'autres, c'est que dans les élections précédentes, on faisait de la sélection a posteriori. On laisse les électeurs voter, on laisse les candidatures se faire, et après, on fait, par le bourrage des urnes, par le transfert des voix de l'un vers l'autre, on fait le trafic a posteriori. Aujourd'hui, et ça c'est depuis les élections déjà passées législatives, la sélection, elle se fait a priori. C'est-à-dire qu'on élimine certaines candidatures et qu'on laisse passer d'autres candidatures sans aucune, je dirais, procédure administrative, judiciaire ou légale. C'est Nordin Aoussat, vous, l'universitaire, l'intellectuel, l'imam aussi, comment expliquez-vous cette défection massive, quasi généralisée des intellectuels algériens qui ne sont pas là à un moment aussi grave, à un moment aussi crucial? Écoutez, si Jamaldine, en 1997, je crois, non, avant même, en 95, j'avais écrit un article « Lettre ouverte aux intellectuels algériens ». Je l'ai écrite à cette époque-là et j'en parle dans cet article. Je l'ai appelé « Intellectuel, si vous osiez, si seulement vous allez oser pour une fois ». Vous avez comme ça raté des coches, vous avez raté des dates, vous avez raté des moments historiques importants pour prendre la parole et lever la voix. Vous ne l'avez pas fait. Vous allez continuer à faire cela. Et en fait, le point qui m'a poussé à écrire l'article, c'est qu'un soir à 20h sur TF1, PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, recevait, comment il s'appelle, l'écrivain algérien, c'est l'un des plus grands écrivains. Il écrit en arabe et en français. Il vivait un moment ici en France. J'ai oublié son nom. Bref, on y reviendra. Il le recevait le soir dans sa télévision et le jour même, le matin même, le journal Le Parisien affichait le nombre de morts qui étaient des centaines de milliers depuis le début de la décennie noire. Et le soir, on trouve un intellectuel, c'est Boujedra, Rachid Boujedra, voilà, et donc qui justifiait explicitement la répression et tout ce qui se faisait à ce moment-là en Algérie. Les intellectuels en Algérie, malheureusement, il y en a très très peu. Et un intellectuel, par définition, d'abord, c'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui donne du sens au mouvement de son peuple, et qui donne du sens à l'action, aux revendications de son peuple. Ce n'est pas le cas, malheureusement, pour les nôtres, parce que, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, soit ils sont poussés par l'intimidation à se replier, soit ils sont poussés par l'intimidation, la menace à s'exiler, un exil physique ou un exil intellectuel, psychologique. Quand ils se retirent de la scène, c'est qu'ils se sentent un peu exilés. C'est malheureusement, et pour certains, malheureusement aussi il faudrait le dire, ils ont été achetés.
Ils ont été corrompus. Et restez avec nous, Nordin Aoussat. Mohamed Lamine Chiban, d'abord, un dernier extrait de ce que nous écrit Jamal Zenati. L'urgence aujourd'hui est de tout faire pour éviter au pays une évolution fâcheuse. Les Algériennes et Algériens, quels qu'ils soient ou qu'ils se trouvent, doivent se retrouver et se concerter dans la perspective de construire un pacte historique, démocratique, de nature à renouveler notre vivre ensemble, dans le respect de nos différences. Faute de quoi, le pire n'est pas seulement, il adviendra. Fin de citation. Alors, j'allais vous passer encore une vidéo d'un de ces chefs de parti, mais comme vous me l'avez demandé avec insistance, donc je vais vous épargner cette torture. Par contre, je vais vous montrer des femmes algériennes qui s'expriment sur le terrain de la revendication. Regardez-les et écoutez-les. La citoyenneté électorale féminine qui s'exprime sur le terrain de la séduction, j'allais dire, et de la présentabilité. Présentabilité au sens que vous avez compris, bien sûr. Mohamed Lamine Chiban, je suis tenté de vous poser la même question que pour Nordin Aoussat et Aïssa Rahmoun. On a perdu Mohamed Lamine Chiban. Aïssa Rahmoun, est-ce que... Ah, allô? Aïssa Rahmoun, je suis tenté de vous poser la question que j'allais poser à Mohamed Lamine Chiban et que j'ai posée à Nordin Aoussat. Ils sont où, ces intellectuels qui devraient être là, en fait? Il y a un problème quelque part. Ils devraient être les premiers à être là. C'est un peu comme un sinistre, un incendie où on voit tout le monde sauf les pompiers, quoi. Sauf, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne sont-ils pas là à un moment pareil? Là, je me remémore, je fais appel à ma mémoire. Je suis assez jeune quand même, j'ai une bonne mémoire. À l'occasion d'une table ronde, enfin d'un plateau de télévision, c'était sur la chaîne France 2, où cette chaîne avait invité Khalid Messaoudi, qui est actuellement incarcéré. Et puis, j'avoue que c'est une instruction qui est inéquitable. Elle est en train de subir des pressions et un procès inéquitable réellement. Et une autre militante Tarbiya Hamida Ben Sadia, qui était une des femmes qui était conseillée de Hossein Ahmed Tarbiya Rahmouh. Donc l'une présentait la femme algérienne comme une femme occidentalisée, comme une femme qui aspirait à l'émancipation, à sa féminité entière et à sa lutte militante entière, en étant une femme occidentale. C'est ça le cliché qu'elle avait proposé et développé comme femme algérienne. Hamida Ben Sadia avait démontré avec des photos ce qu'était la femme algérienne. Une femme qui se battait au quotidien contre son mari, contre son père, contre son frère. Une femme qui travaillait, qui faisait le labeur des champs. Une femme qui éduquait ses enfants. Une femme qui travaillait. Une femme qui subissait des harcèlements. Une femme qui luttait pour revoir le code de la famille. En étant très spontanée, très naïve dans sa vie quotidienne. Actuellement, quand on voit les clichés présentés par le régime actuel à travers les médias du régime, bien sûr, ils sont en train encore de mentir, comme avait menti Khalid Messaoudi, sur la femme algérienne, sa dimension culturelle, éducative, ses mœurs ancestrales, ses traditions ancestrales, sa conviction religieuse, son envie de vivre et son existence, ses aspirations existentielles en fin de compte. Donc, vous voyez comment on a perverti
qui est culturel, ce qui est sociétal, ce qui est politique, ce qui est éthique, ce qui est religieux. On a en face de nous un régime qui pervertit toute existence sociale de l'Algérien. On a en face de nous un régime qui veut ôter à l'Algérien son identité, son droit à l'existence, son droit à la persévérance, son droit au développement, son droit à la vie. Et quand on ôte à un peuple son droit à la vie, on devient responsable devant les exactions faites aux droits de la personne humaine. Parce que la personne humaine, ça englobe le tout, l'homme et la femme. Et maintenant, oui, poursuivez. Et maintenant que ces choses, vous voyez, c'est Jamal, le régime, c'est ce qu'il ignore. On a des médias alternatifs. On a les réseaux sociaux. Le peuple actuellement est conscient profondément de toutes ces manipulations, cette propagande du régime. Qui m'appelle la troupe تاع تعيط نوض القدافة تكسر باك القيد الجبال الوحدة لا سيد لا عديد. Oui. Merci. Restez avec nous. Alors, dernier tour de micro, à 1 minute 30 chacun à peu près. Mohamed Lamine Chiban, le dernier tour de micro. Mohamed Lamine Chiban. Docteur Mohamed Lamine Chiban. Nous l'avons perdu. Alors, Nordina Oussat, le dernier tour de micro, si vous souhaitez nous dire quelque chose. Oui, je souhaiterais dire quelque chose pour nuancer. Peut-être aussi, voulez-vous nous parler, vous l'avez dit tout à l'heure, sur quelque chose au sujet de Bembadi. Non, de Tebboune, de cette histoire de Tebboune, quand il a dit ça m'est égal. Oui, tout à fait. En fait, c'est Jamaldine, c'est que ce que nous sommes en train de vivre depuis maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, si vous voulez, c'est que ce mensonge-là s'exprime à travers la novlangue. Cette novlangue, ce sont le vocabulaire qui se rétrécit, qui devient de moins en moins riche, pour ne pas dire de plus en plus pauvres, et aussi des expressions qui sont tout à fait des non-sens. On dit une chose et ce qu'on veut exprimer, c'est le contraire de ce qui est dit. Comme par exemple, quand on vous dit que nous sommes une force, que nous avons les moyens médicaux, que nous avons de l'oxygène médical, que nous n'avons pas de punairie de pommes de terre, nous n'avons pas ceci. Mais en fait, c'est tout le contraire qu'ils vont dire. Et ça, on doit le comprendre. Ça, on doit en être conscient que c'est ce qui est en train d'être pratiqué dans leur langue. Sinon, pour revenir à les intellectuels, Rachid Mimouni, j'ai retrouvé en fait mon article, donc je me suis remémoré une phrase. Pour les intellectuels, Rachid Mimouni, dans son dernier ouvrage, je pense qu'il avait écrit, il dit les intellectuels sont comme l'Arlésienne. Les intellectuels algériens, quand on parle d'intellectuels algériens... Rachid Mimouni ou Rachid Boujidra? Non, Rachid Mimouni cette fois-ci. D'accord. Rachid Boujidra tout à l'heure par rapport à l'émission qu'il avait faite avec oui, j'entends bien. PPDA dans lequel il justifiait. Voilà. Mais Rachid Mimouni, dans son livre, je pense c'est de l'islamisme en particulier et de l'intégrisme en général, il parle des intellectuels, il dit que les intellectuels sont comme l'Arlésienne. En fait, tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu. Mais sinon, il y a aussi une chose, il y a un mépris réciproque de la base de la population pour ces intellectuels, comme aussi il y a un mépris des intellectuels par rapport à la base. Je retrouve ici, sans citer les noms de ceux qui l'ont dit, par exemple, quand un intellectuel... Très vite, Nordina Oussat, il ne reste plus de temps.
Il dit un analphabète et qui de surcroît achète 70% de ce qu'il mange à l'extérieur n'est pas un peuple. Ou bien quand quelqu'un d'autre il dit qui doit l'emporter, la loi du nombre ou la loi de la qualité, c'est-à-dire qu'il fait la différence entre les uns et les autres. Donc nous devons nous réconcilier, nous devons soutenir le très peu d'intellectuels, c'est-à-dire je parle du peuple, soutenir le très peu d'intellectuels quand ils sont courageux et leur témoigner de notre solidarité. Et c'est ainsi que le peuple aussi forme ses intellectuels et les intellectuels devraient avoir du respect pour le peuple et ne pas passer leur temps à le mépriser par des expressions ou à le rabaisser. Voilà. Merci Nordine Aoussat. Nous avons malheureusement perdu Issa Rahmoun et Mohamed Lamine Chibane. Merci à eux deux. Et merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je vous dis donc à demain. Bkhawala khair, b'slama.